Bonsoir. Je vais me sentir un petit peu seul, mais enfin, je vais surtout m'adosser à un certain nombre d'interventions et de points qui ont été évoqués pendant ces 2 jours. Et puis, je vais peut-être vous sortir un tout petit peu de la mécanique juridico-administrative qui est certainement créatrice d'angoisse à la fois sur le plan des finalités, mais aussi sur le plan de l'opérationnalité. Et je vais essayer dans mon intervention de toucher à ces 2 bornes de l'action de la culture scientifique et technique, c'est-à-dire la définition un peu des objectifs, des finalités, de la pertinence dans une société qui est la nôtre et qui pose un certain nombre de questions politiques, éthiques, philosophiques, techniques, et puis aussi cette question de l'action immédiate dans le quotidien, celle qui concerne la vie du citoyen, la vie de l'acteur, la vie des institutions. Alors, en 2 mots, précisons, comme ça a été dit hier, et qui est une vieille formule 68arde, le point de vue d'où je parle. Eh bien, je parle en tant qu'à la fois professeur d'université qui a fondé une UFR des sciences de la communication, mais aussi qui a fondé des enseignements sur les pratiques esthétiques et théâtrales, d'une part, et surtout de quelqu'un qui a pendant, juste après 70, occupé des responsabilités dans les politiques culturelles qui se remettaient en question d'une manière... ça a été évoqué par certains d'une manière un peu utopiste, mais on avait besoin à l'époque de l'utopie. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une utopie raisonnée qui fasse preuve d'un regard sur le passé, mais aussi d'un regard éclairé sur la réalité sociale. Et puis, dernier point qui va guider mon propos, c'est que j'ai eu pendant 6 ans un mandat d'élu à la ville de Grenoble et surtout à la communauté d'agglomération grenobloise, où j'ai hérité de la vice-présidence du développement universitaire et scientifique, qui incluait la dimension de la culture scientifique et technique. Et puis, comme on est à la fin de ce débat, une petite confidence, j'avais pour collègue, on n'était pas forcément entièrement dans la même sensibilité, mais on était dans la même majorité, Geneviève Fioraso, qui était, elle, vice-présidente du développement économique, et nous avions tendance à nous frotter assez fortement, mais enfin dans une unité de la gauche qui n'était pas plus plurielle. Et bon, ma vision était que la culture scientifique devait affirmer de manière forte le primat culturel, et mon propos va être précisément de montrer, à partir de ce qui a pu se dire ici en termes d'interrogation, et je resterai dans ce domaine des interrogations, ou de la problématisation, pour ouvrir quand même un cheminement qui n'appartient qu'aux acteurs. Et je voudrais construire, en tenant les limites du temps, non mais après 2 jours, vous êtes un peu somnolent, je l'étais ici, maintenant je suis un peu impatient de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, mais ça va avoir les limites de la décence et puis les limites de l'agenda fixé par le programme. Et donc je voudrais traiter cette question des humanités contemporaines, et je vous dirai mes références, et vous allez voir qu'elles sont essentiellement de l'ordre de la philosophie des sciences, de l'histoire des sciences, au fond, des disciplines, des sciences humaines et sociales qui font partie intégrante du champ de la science. Mais maintenant, il faut pouvoir établir les raccordements, les rapports, les relations entre les sciences de la nature, les sciences du vivant, qui ont longtemps porté la dimension libératrice et émancipatrice des Lumières et donc de la culture scientifique, et l'interrogation sur ce qui est notre humanité. Mais ce n'est pas simplement un problème de temps, c'est un problème politique. Quels sont les enjeux de la société dans laquelle nous voulons vivre, et quelles sont surtout les résistances, les blocages qui nous masquent le chemin. Je voudrais traiter mon propos sur ces humanités contemporaines du point de vue de la culture scientifique et technique et industrielle, mais je vais dire le mot industriel d'une manière très basse parce qu'il a très peu été évoqué, qu'il y a quand même un paradoxe. Nous sommes dans une société qui se désindustrialise. Nous sommes, disait-on, dans les années 70 et 80, dans une société post-industrielle. Nous disions que nous étions dans une société de la communication, et puis dans les années 90 et 2000, dans une société du risque et de l'incertitude. Et je pense qu'alors, il faut repenser cette notion d'industrie, parce que la production des savoirs
n'est plus essentiellement dans la production fordiste, dans la production de la division du travail. Elle est dans les industries culturelles, elle est dans les pratiques participatives dont vous avez parlé, madame, et c'est important, et on n'est pas dans l'industrialisation à partir d'un moule et d'une segmentation des activités. Quand j'étais en fonction élective, le directeur du CCSTI à Grenoble avait tendance à dire « Oh, il ne faut plus parler de CCSTI industriel, il faut parler de culture scientifique et technique et de l'innovation ». Je n'ai pas d'a priori sur l'acronyme, mais j'ai des a priori sur réinterroger la culture scientifique dans un contexte qui est celui de notre société d'aujourd'hui et des perspectives que nous voulons tracer et dont on sait qu'il faut du volontarisme. Donc je vais traiter ça en 4 points. D'abord, essayer de positionner de manière à la fois philosophique et épistémologique la question des sciences, dans leur pluralité, dans leurs frontières qui sont mobiles, dans les réorganisations même des savoirs, au plan de la culture anthropologique. C'est-à-dire pas simplement de la culture considérée comme une somme d'œuvres, artistiques ou pas, mais comme des pratiques, des habitudes, des comportements, des sensibilités, des manières de voir, des manières d'agir, des manières d'énonciation à travers des discours et des dispositifs. Ce sera mon premier point. Le deuxième point consistera à essayer de nommer. Et je pense que la question de la nomination est fondamentale pour les politiques et pour les acteurs. Quels sont les enjeux d'aujourd'hui ? Et non pas les enjeux d'hier, à la reconstruction industrielle de la France, dans ce qui était son développement. Nous sommes dans une société de crise, tout le monde le dit, mais nommons la crise. Ne la prenons pas simplement dans un point de vue qui se lamente sur cette crise qui est sociale, qui est économique, mais qui est aussi une crise du jugement, une crise de la culture. Et je pense que, comme le disait un sociologue sur lequel je reviendrai peut-être, la culture est fondamentalement, structurellement en crise. J'essaierai de dire pourquoi en 2 mots. Donc, le deuxième point, ce sera de situer les enjeux contemporains. Le troisième, ce sera de réévoquer, pour arriver à la culture scientifique, les espaces de rencontre, de confrontation, de débat entre les sciences, dans leur diversité, aussi bien les sciences naturelles et vivantes que les disciplines des sciences humaines et sociales. La rencontre en tant qu'échange, en tant que de confrontation, il ne s'agit pas de tout vouloir mêler, et une nouvelle manière de penser la culture qui est en route depuis à peu près 30 ans, où on ne peut plus considérer que la politique de l'État en termes de culture puisse se limiter à la diffusion des œuvres. D'où la nécessité de ne pas considérer la culture scientifique et technique comme, personne ne le dit en tant que tel, mais quand on entend les discours depuis 2 jours, on entend beaucoup diffusion de la culture scientifique et technique. Ce qui n'est pas clair, parce qu'est-ce qu'il s'agit de diffuser des modes de comportement, des modes d'interrogation, des modes de raisonnement, des aptitudes, ou est-ce qu'il s'agit de diffuser des contenus? Si c'est de diffuser des contenus, nous savons bien qu'il n'y a qu'une seule piste aujourd'hui qui peut toucher massivement, c'est les industries culturelles, c'est peut-être pas la voie royale pour une appropriation des méthodes des sciences, de la réflexion des sciences sur les mondes dans lesquels nous sommes, le monde naturel, le monde social et le monde imaginaire. Et celui-là, il faut le réinsérer parce que la science produit de l'imaginaire. On le voit bien dans toute la littérature de fiction, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de Cyrano de Bergerac. La science nous illumine aussi, même si c'est pas son propos et son discours premier, d'une certaine vision d'avenir, et les sciences ont toujours été tournées vers l'avenir. On verra ce qu'il en est de la culture. Ce sera donc mon 3e point, et le 4e, ce sera peut-être de reproblématiser ou de problématiser la culture scientifique en insistant non pas sur l'attribut sciences, techniques et industrie, mais sur la notion de culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire comme construction du soi, avec un S majuscule, construction de la personne, et c'est la définition des Allemands, c'est la Bildung, c'est ce qui nous permet de devenir être humain dans une société, mais c'est aussi, et en même temps, le rapport à l'autre, et pas forcément l'autre qui est différent, et l'autre qui nous nomme, l'autre qui nous donne une légitimation, l'autre qui nous donne une reconnaissance, et peut-être que dans nos sociétés éclatées, l'autre c'est les autres qui sont
confrontés encore plus durement que nous, qui nous pouvons nous adosser à un patrimoine, qui pouvons nous adosser à une maîtrise du langage, eh bien, les autres, ce sont ceux qu'on veuille ou non, qui font partie aujourd'hui de la réalité d'une culture que je ne qualifierais pas de multiculturelle, parce que ce serait déjà trop prendre un point de vue idéologique, mais en tous les cas, une culture éclatée, une culture diversifiée, dans laquelle les langages sont eux-mêmes éclatés et les visions des choses. Donc voilà, 4 points, je ne les traiterai certainement pas, mais je voudrais quand même les avoir évoqués, au moins au début. Premier point, je vais aller très vite parce que je pense que c'est un constat partagé ici, sur celui de la situation des sciences, et c'est déjà difficile de parler des sciences. On a l'habitude de parler de la science, mais la science avec un L majuscule et un S majuscule, ça n'existe pas. C'est une conception idéologique et c'est un grand intervenant de la culture scientifique et technique, Baudouin-Jourdan, qui disait « la science comme discours de vérité, c'est une construction idéologique ». Il existe des sciences, et dont les frontières évoluent avec l'histoire. Donc, situation des sciences dans la culture aujourd'hui, c'est un point acquis par tout le monde, un problème de défiance. Non pas de défiance par rapport au savoir scientifique, mais de défiance par rapport à l'usage des sciences, par rapport aux décisions sur les priorités de recherche, par rapport aux sciences qui, dans leur usage inhérent, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler les technosciences, et il n'y a rien de péjoratif aujourd'hui. Quelle est la science qui n'a pas besoin d'un appareil technologique extrêmement sophistiqué pour opérer à la fois son expérimentation et les usages. Mon collègue Bernard Schill vient de m'offrir un livre sur la communication des sciences qui commence par une préface de Jean-Yves Le Dréau, qui est le vice-président de l'Office public des choix scientifiques et techniques, et qui commence par une phrase: la défiance vis-à-vis des sciences, l'Europe le met en évidence. Il faut répondre à cette défiance, mais non pas en traitant ceux qui manifestent d'une manière ou d'une autre cette expression de défiance comme des obscurantistes. On ne peut plus considérer l'approche sur la médiation des sciences, la diffusion des sciences, comme des dispositifs qui sont livrés à ceux qui sont ignorants et qui seront éclairés lorsqu'ils comprendront enfin la portée de la science. Donc, il y a cette première question sur la défiance. La deuxième question, toujours dans la place des sciences dans la culture, c'est un décalage dramatique. Et j'emploie ce terme, je l'emprunte à Isabelle Stengers. Le décalage dramatique entre les innovations scientifiques et techniques qui vont en s'accélérant, et le XXe siècle et les 50 dernières années montrent à quel point la science produit des savoirs qui, de plus en plus vite, trouvent les moyens techniques pour se diffuser. Eh bien, il y a un décalage fantastique entre cette innovation des technosciences ou des sciences dans leur dimension d'application et les innovations sociales. Ce qui remet complètement en question le discours positif des Lumières, consistant à dire, eh bien, le progrès des savoirs permettra de faire reculer les idéologies, l'obscurantisme, les arguments d'autorité pour arriver au bonheur. Je crois qu'il faut réinterroger non seulement les Lumières, mais aussi ce que Jean-Marc Lévy-Leblond, vous avez voulu citer, et c'est important, les déficiences, c'est-à-dire toutes les impossibilités que l'histoire a produites, c'est pas l'impuissance des sciences, a produites pour conduire l'humanité vers enfin une humanité réconciliée avec elle-même. Il y a eu, et c'est encore Lévy-Leblond qui le dit dans le bouquin où il parle de mettre les sciences en culture, un asservissement extraordinaire tout au long du XXe siècle des techniques au détriment de l'humain. C'est une évidence, il ne faut pas en accuser la science. N'empêche que c'est une responsabilité qui est portée par l'ensemble des décideurs et peut-être aussi des scientifiques. Le dernier appel des scientifiques, l'appel d'Heidelberg, avec un certain nombre de savants reconnus et importants, mettait en évidence l'obscurantisme de toutes les expressions qui s'opposaient à la science. Et puis on a appris en fin de compte qu'au fond ce manifeste avait été réglé par une agence de communication d'un grand producteur de médicaments. Donc il faut se méfier de cette vision qui n'est plus la nôtre, qui ne peut plus être la nôtre, de scientifiques ou de politiques qui s'adressent à des publics ou une population
encore l'objet du brouillard de l'obscurantisme. C'est pas vrai. Les acquis même des rationalités scientifiques sont là, mais il y a un autre type de rationalité, c'est la raison sensible, celle qui peut être apportée par l'art ou par d'autres formes de savoir, d'autres formes de comportement. Et il me semble qu'à partir de ce moment où on pointe ces éléments-là, alors il faut réinterroger la diffusion du savoir, pardon, en mettant l'accent, c'est bien, les cannes de tout, ça vous oblige à changer de rythme et à ne pas paumer l'attention des auditeurs. Pardon, comme on dit à la radio quand on tousse. Je crois qu'il faut remettre l'accent sur les problèmes de réception. De la même manière que les politiques culturelles, à partir des années 70, ont mis un peu de côté leur politique de diffusion, parce que la diffusion de la culture, on s'est très vite rendu compte que si elle voulait être efficace en termes d'audience, il y avait que la télévision qui marchait, et avec les industries culturelles. Et on ne peut pas les rejeter en disant elles aliènent les masses, comme pouvait le dire un certain nombre de penseurs radicaux, marxistes, qui avaient par ailleurs réfléchi sur le jazz ou sur la peinture, en disant les industries culturelles et la télévision est un instrument d'abrutissement. Non, il peut être un outil d'éveil. Toujours est-il qu'il faut mettre l'accent sur la réception, et en ce qui concerne la culture scientifique et technique, sur le sujet connaissant. C'est plus simplement un problème de savoir ou de diffusion des savoirs, c'est le rôle de l'université, c'est le rôle des chercheurs, mais de communiquer sur les sciences. Le problème, c'est de s'interroger sur, et à partir d'une théorie de la connaissance. La circulation et la propagation des savoirs ne produit pas nécessairement une connaissance globale. Donc, le sujet connaissant, c'est-à-dire celui qui entre dans une problématique, dans un processus d'acquisition, pas simplement d'un savoir encyclopédique, ça marche plus, mais d'un savoir qui lui permet de mieux se situer dans sa vie quotidienne, dans sa vie citoyenne, dans sa vie professionnelle, doit être réintégré. Et je pense, pour terminer ce premier point, qu'alors il faut donner congé au scientisme, c'est-à-dire à une certaine forme de positivité qui s'est d'abord traduite par un discours qu'on entend encore constamment, et dans les discours les plus officiels, je vous donnerai juste un exemple, et il n'est pas polémique. Le scientisme, c'est d'abord cette idéologie du progrès. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller contre le progrès. Il faut aller contre l'idée que le progrès scientifique, par nature, produit du produit technique, qui lui-même produit du progrès social. Ce phénomène linéaire ne marche pas, pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il y a des tas de technologies qui ne proviennent pas d'un savoir scientifique. Et Gilbert Simondon, qui est un des grands philosophes de la technique, l'a montré. Par exemple, la technique de l'automobile, c'est vrai qu'elle procède du moteur à explosion, mais elle est ailleurs. Elle est ailleurs que dans une application d'un savoir scientifique. Donc, il y a des tas de techniques qui se développent avec les logiques même de la technique. Moi, je ne reprendrai pas un discours technophobe. Je prendrai un discours qui interroge sur les choix technologiques et sur les usages des technologies. Parce qu'il y a quelque chose d'aveugle dans la technologie. C'est qu'elle cherche à travers une accélération, et nous sommes dans une accélération considérable du temps. Le temps social s'accélère, le temps de la science, c'est plus le temps de la culture. Je pourrais y revenir. Donc, c'est mettre congé au scientisme à travers cette idéologie du progrès, et peut-être aussi mettre congé aux scientistes, c'est-à-dire à une vision mécanique, déterministe de la science, qui se traduit notamment dans l'idéologie des pouvoirs de la science. Évidemment que la science possède un certain nombre de pouvoirs, dont le premier est d'éclairer le fonctionnement des mondes. Pas simplement du monde physique, mais aussi du monde social. Et si on n'intègre pas dans les sciences les savoirs des sciences humaines et sociales, peut-être en les réorganisant d'ailleurs, ou en les repositionnant, il faut accepter la critique au sens kantien du terme, la critique des sciences ou d'une prétention du discours de vérité de la science à travers
les savoirs des sciences humaines et sociales comme elles doivent s'interroger sur leurs propres méthodes et sur leur propre regard et description de la société. Ça me paraît quelque chose de fondamental, d'où l'importance des controverses. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les controverses entre scientifiques, c'est vrai qu'ils sont naturellement produits par chaque changement de paradigme, comme disent les philosophes ou les historiens des sciences. Mais ils sont produits par le fait qu'il n'y a plus un discours de vérité qui pourrait se prévaloir de la science pour s'imposer. C'est aussi à travers les travaux des pairs, et il ne s'agit pas de demander aux citoyens d'intervenir dans ces jugements de vérité sur la science, mais de pouvoir intervenir sur les choix de priorité et sur les applications des sciences. Le deuxième point que je voudrais traiter, c'est les enjeux contemporains. Il me semble que les sciences sont importantes au-delà du simple désir de savoir. C'est ça le moteur de la connaissance scientifique. C'est le désir de savoir. C'était déjà inscrit par Kant et par les Lumières au sapere aude. Ose savoir. Parce que c'est vrai que très souvent, le savoir peut provoquer des bouleversements dans une conscience collective par rapport au discours d'autorité, par rapport à la verticalité de la détention de ce savoir. Il y a quand même aujourd'hui une interrogation sur ces pouvoirs de la science et il appartient de mettre en œuvre une dimension critique au sens kantien, sur les conditions des catégories de pensée et des usages. Et ça, me semble-t-il, c'est ce qui peut appartenir en propre à la culture scientifique et technique, c'est-à-dire de permettre aux acteurs de s'interroger eux-mêmes sur les conditions de production du savoir, c'est-à-dire le contexte. Évidemment que le contexte social et industriel privilégie certaines formes de recherche, certaines formes de savoir au détriment d'autres. On le voit bien à travers la conquête de l'espace, on le voit bien au travers des nanotechnologies. Et je ne veux pas dire qu'il faille se priver de ces éléments de savoir fondamentaux. Ils sont essentiels parce qu'ils portent des résultats dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais en tous les cas, il est absolument nécessaire de penser l'aujourd'hui. Et la culture, par nature, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et à l'instant présent, mais qui se vit sur une longue durée. Je disais au début que la culture, par essence, elle est porteuse de crise. Et c'est un sociologue de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, un contemporain de Durkheim, il est même antérieur à Durkheim, qui s'appelle Georg Simmel, qui disait très simplement pourquoi, d'après lui, la culture était toujours en crise. Parce que la culture, elle est à la fois, ou elle touche à la fois des comportements individuels. Une culture se vit à travers une expérience vécue. Elle ne se vit pas à travers des ouvrages sur un rayonnage ou des films dans une cinémathèque ou des tableaux sur les cimaises. Elle se vit à travers un sentiment subjectif. L'apport des Lumières, l'apport de Kant, c'est bien la subjectivité du jugement de goût, c'est-à-dire de ce qui permet de dire j'aime ou j'aime pas. Et donc, la culture mêle à la fois du subjectif et du collectif. Il n'y a pas de culture qui ne concerne qu'une seule personne, ce serait un idiotisme. L'idiot, c'est celui qui se comprend tout seul, qui rit tout seul de ses propres plaisanteries. La culture, elle est par définition mise en commun. Elle est un liant, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà une première contradiction. Une deuxième contradiction qui est propre, et je crois que c'est Bernard Schill qui parlait pas de phénomènes contradictoires, mais qui essaie de dire au centre de certains phénomènes, il y a des contradictions internes aux phénomènes. Eh bien, dans la culture, il y a une autre contradiction interne, qui est celle à la fois d'être tournée vers le passé, parce qu'une culture procède d'un temps long, d'une accumulation de savoir et de patrimoine, et il est important que des institutions culturelles gardent la trace du passé pour retarder au maximum le moment où ces traces disparaissent. D'où l'importance du patrimoine. Et le patrimoine, il doit être partie prenante d'une culture scientifique au sens très large du terme. Après, il faut lui trouver ses équilibres. Et donc, il y a dans la culture une contradiction fondamentale entre aller tourner vers le passé, parce que comme le rappelait Hannah Arendt dans un livre formidable qui s'appelle « La crise de la culture », qui est juste le titre d'un article, et elle prenait une citation de René Char, qui disait « Nous sommes les héritiers
sans testament. Nous possédons un héritage sans testament. Eh bien oui, les œuvres du passé, nous ne savons pas comment aujourd'hui les actualiser, nous les approprier, nous devons le réinventer. Et donc il y a là, dans ce problème de la culture, une contradiction fondamentale. Il faut en prendre acte parce qu'aujourd'hui, nous devons privilégier ce qui, dans la culture, est la formation de la personne humaine. Voilà pourquoi je terminerai sur cette notion des humanités contemporaines. N'oublions jamais que nous sommes entrés dans la modernité avec le XXe siècle, que sur le plan scientifique ou sur le plan artistique, la modernité a été l'âge de la critique. C'est-à-dire, notamment, prenons l'exemple de l'art, l'art est devenu moderne lorsqu'il s'est interrogé lui-même sur sa relation au passé ou au classicisme, ou lorsqu'il s'est interrogé sur ses propres médiations, sur ses propres moyens d'expression. Et il y a là quelque chose qui est fondamental, c'est de pouvoir soumettre les décisions humaines à une critique raisonnée, bien entendu. Une critique qui va privilégier une démarche et une méthodologie qu'on peut peut-être qualifiée de scientifique, mais non pas parce qu'elle est porteuse d'une vérité, mais parce qu'elle va se heurter à une expérimentation entre un aller-retour et des hypothèses, entre une évaluation des mesures, mais qui ne sont pas nécessairement quantitatives. Je crois qu'il faut non pas se méfier de la logique du chiffre, mais ça a été dit ici à plusieurs reprises, les chiffres sont importants pour tout ce qui peut être mesurable. Mais il y a d'autres formes d'évaluation, le goût, le relationnel, dont nous avons quand même beaucoup parlé ici, qui ne peuvent pas relever du chiffrage. Ou alors, on sectionne une réalité complexe, différenciée, en autant de segments dont on ne donne pas les clés de la lecture transversale. Donc, il y a cette nécessité fondamentale de réintroduire ou d'introduire une raison que les humanistes du XVIIe ou XVIIIe avaient privilégiée, qui est la raison sensible, qui est le tact, qui est cette vertu sociale des contacts. Nous le voyons bien dans l'efficacité de toute procédure de décision, si on ne met pas au centre la relation entre les acteurs et l'écoute, c'est fondamental, l'écoute du discours de l'autre, parce qu'on n'est plus dans une société où une autorité, quelle qu'elle soit, peut imposer du haut de son pouvoir vertical une décision à une minorité ou pas une minorité, qui en refuse une exécution parce qu'elle n'est pas d'accord avec les choix ou parce qu'elle n'a pas trouvé les lieux pour se dire. Et donc, je terminerai ce deuxième point, et puis je vais très vite, je ne dépasserai pas mes 3 quarts d'heure. Non, mais vous êtes, surtout que, comme je voudrais en dire le plus possible, moi-même je bombarde, mais il faudrait quand même que je vous laisse, et moi aussi, le soin de souffler pour mettre un petit peu d'oxygène dans mon discours. Les enjeux contemporains, c'est aussi cette crise de la démocratie. Cet écart, cette rupture entre les sciences et la démocratie. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, parce qu'on était dans une idéologie positiviste, on pensait que la République des savants aurait la sagesse de pouvoir conseiller le prince. Aujourd'hui, ce n'est plus les savants qui conseillent le prince, c'est le communicateur. Et le communicateur, il est forcément dans un temps immédiat, parce que les choses meurent et disparaissent aussi vite qu'elles naissent. Et donc, il faut le bon discours sur la bonne chaîne, à la bonne heure d'écoute, en essayant de gommer au maximum ce qui fait question pour le politique lui-même. Si on mettait en transparence les questionnements que nous devons nous poser, que ce soit dans les interrogations sur les modes de décision de l'État avec ses partenaires, que ce soit sur tel ou tel choix d'emplacement d'un lieu de culture ou d'un lieu de sport ou d'un lieu d'études avec les gens concernés, on aurait une expertise citoyenne, on s'engagerait peut-être dans une démocratie citoyenne où il ne s'agit pas pour le public, et le mot public, moi je ne l'aime pas, parce que c'est un mot qui est extrêmement précis sociologiquement, on est public de quelque chose.
Ou alors c'est un mot qu'on emprunte à l'esprit public, à la Révolution française, c'est celui de tous les citoyens cultivés qui peuvent intervenir dans le débat public. Je pense qu'il faut aussi parler de citoyens, il faut parler de population, il faut parler d'acteurs engagés. C'est-à-dire que c'est plus une masse indifférenciée qu'on met dans des statistiques, non pas que les statistiques soient mauvaises, mais moi je me heurtais toujours au discours du directeur de la Maison de la Culture de Grenoble qui disait « Nous avons eu 100 000 personnes aux manifestations culturelles de la Maison de la Culture ». Alors j'essayais de comprendre et de juger. Alors oui, donc tu as eu au fond une personne sur deux qui est venue à la Maison de la Culture. En réalité, il comptabilisait les nombres de fois où la même personne était venue dans la salle de spectacle. Bon, c'est un mode d'indicateur. Mais c'est indicateur de quoi? C'est indicateur du fait qu'une certaine couche sociale se sont appropriés la Maison de la Culture comme un lieu où la diffusion artistique est venue. Bon, pointe à la ligne. Donc, effectivement, tous les chiffres doivent être interprétés, non pas pour mettre en question le discours de ceux qui portent les chiffres, mais pour lui donner un sens. Et pas simplement un sens qui est la signification. Je pense qu'à chaque fois que nous disons il faut donner un sens aux choses, c'est, oui, la signification, mais c'est aussi un vecteur vers où on va. Si demain, la Maison de la Culture a 110 000 spectateurs, tout simplement parce que les gens font 35 heures et vont plutôt 4 fois dans l'année au spectacle que 3 fois, on n'a pas véritablement fait avancer la démocratisation de la culture. Donc voilà, on a besoin d'interroger les chiffres, non pas avec la logique des chiffres, mais avec la logique du projet culturel ou du projet politique. Et cette coupure entre les sciences et la démocratie, elle est aussi liée à la fragmentation des discours, à la fragmentation des cultures. N'oublions jamais que c'est fini. On ne retrouvera pas dans le monde mondialisé, on peut en avoir la nostalgie. Et moi, j'en aurais la nostalgie. Mais on ne peut pas bâtir une politique et une vision du monde sur la nostalgie, sinon on finit comme Alain, un peu dans... on est tellement tourné vers le passé et vers ce qui disparaît qu'on ne voit pas ce qui naît. Donc, nous sommes dans une situation que tout le monde connaît, fragmentation des cultures, fragmentation des langages. Et quand on parle de CCSTI, je crois qu'il ne faut jamais oublier que ce qui est important, ce n'est pas l'attribut scientifique, technique et industriel dont on peut s'interroger si ce troisième élément est un qualificatif qui est encore porteur d'un sens. Si on est dans une société qui n'est plus industrielle, il faut trouver un autre mot. C'est peut-être l'entreprise, c'est peut-être l'innovation, mais c'est certainement pas industriel. En se privant de poser la question, on se prive de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va faire appel aux industriels. Mais il faut faire appel aux industriels, non pas parce qu'ils savent produire en masse, mais parce que peut-être ils savent organiser le travail, ils savent mettre l'accent sur la participation, enfin bon, bref, là, ils savent conduire les hommes. Bien, troisième point, les humanités contemporaines, très vite. Qu'est-ce que c'est que ce terme de contemporain? Je l'emprunte à un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben. Le mot contemporain, tel que je l'ai utilisé là sur les enjeux contemporains et tel que Agamben l'utilise, ce n'est pas un qualificatif qui pointe une place dans l'histoire. Ce n'est pas un qualificatif chronologique. Je vais juste citer ce qu'il dit, et on comprendra très bien. C'est un tout petit bouquin que je trouve extrêmement éclairant. Le contemporain, dit Agamben, est celui qui reçoit en plein visage le faisceau des ténèbres qui provient de son temps. Ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est que le contemporain est cette attitude qui va essayer de comprendre la situation sociale et culturelle dans laquelle il est, à travers ce qu'elle porte comme ténèbres, c'est-à-dire comme obscurantisme, comme fermeture, comme tyrannie du colère. Enfin, voilà, on est loin d'être dans un monde aujourd'hui dont on peut se dire il rayonne de qualité, de regard ouvert sur l'autre. Nous savons bien que les tragédies que nous voyons ici et là, de désindustrialisation, de racisme, de lutte pour les territoires, sont les ténèbres contemporains. On ne va pas en faire l'histoire, mais peut-être qu'il est important d'interroger aussi les historiens. Je vais terminer simplement en essayant de situer les espaces de rencontre entre les sciences et la culture, et cette problématisation, et donc je vais juste poser des questions parce que c'est un travail à mon avis. Nous sommes, vous êtes, vous
et moi qui sommes engagés dans une réflexion sur la culture scientifique et technique dans un moment de basculement. Soit nous allons opérer le basculement qui va prendre peut-être 5, 10, 15 ans. Je prends, moi, la question de la culture. Dans les années 70, on a commencé à mettre à l'écart une pensée des politiques culturelles qui s'appuyait sur une espèce de triptyque qu'on voyait partout fleurir dans les collectivités territoriales, chez les acteurs, entre la culture en termes de politique. C'est la création, la diffusion, l'animation. Et puis on avait une espèce de schéma ternaire formidable. À la création, d'être productrice d'œuvres, d'objets. À la diffusion, de trouver les moyens d'élargir les publics. La démocratisation culturelle, élargir pour le plus grand nombre les œuvres légitimes de l'humanité. Et l'animation, c'était les techniques importantes, mais qui ont très vite été dévitalisées. L'animation, c'était la capacité qu'on pouvait avoir d'animer des groupes pour être sensibles et réceptifs. On s'est très vite, au bout de 10-15 ans, aperçu que l'animation était devenue le porte-serviette de la création et que la diffusion, eh bien, les instances politiques disent aux metteurs en scène à la fin des années 70, mais si vous voulez toucher le plus grand monde possible à travers une pièce du répertoire, ben, montez-la à la télévision. Alors, certains l'ont fait magnifiquement avec Blouval, qui a monté un Don Juan extraordinaire, mais ça n'était pas du théâtre, c'était de la télévision, de l'audiovisuel, ça peut être formidable. Le théâtre a cet avantage ou cet inconvénient d'être présent ici et maintenant et de mettre en relation une scène et un spectateur, et pas un public. Et donc on est là dans un travail sur l'individu. Et le temps de la science et le temps de la culture sont des temps complètement différents. La science, c'est quelque chose qui, effectivement, change de paradigme, et quand une communauté de chercheurs est d'accord pour changer les modalités même de l'appréciation et de l'évaluation, eh bien, la science, elle roule, elle avance, elle rompt ses schémas habituels. Avec la culture, il n'en est pas ainsi. Il y a des changements de paradigme. Je crois que le changement de paradigme important qui a eu lieu en culture dans les années 70, c'est que nous devrions reprendre, si on parle de culture scientifique et technique, comme d'une vraie culture, c'est-à-dire une culture au sens anthropologique, c'est l'idée que c'est la personne qui est au centre du processus culturel. Et que la culture, quelle est sa fonction ? Dans un séminaire en l'honneur de Lévi-Strauss, Michel Serres, qui est à la fois un grand philosophe et un grand scientifique, disait « Le propre de toutes les cultures, c'est-à-dire ce qu'elles ont en commun, malgré leur grande diversité, c'est le fait de raccorder et de connecter. La culture est cet ensemble de pratiques, et pas simplement d'œuvres, ni de connaissances, qui a cette capacité de tisser de l'appartenance commune. Le tissage, la métaphore du tissage dans la République athénienne était extrêmement important. C'était aussi ce sentiment d'appartenir à une même collectivité, dont étaient exclus évidemment les esclaves et dont étaient exclus les femmes. Bon, aujourd'hui, gardons à ces cultures la capacité de connecter, de créer du bien commun, de créer du partage, mais à travers quelque chose qui est tissé à travers la vie quotidienne. Et aujourd'hui, la vie quotidienne, c'est un certain nombre de choses qui sont la vie professionnelle, le rapport aux enfants, à l'éducation, enfin bon, bref, tout ce que nous vivons dans une expérience qui est une expérience commune et qui est jaugée, évaluée à travers une vision de la culture. Alors, qu'est-ce qu'il en est, je terminerai là-dessus, de la culture scientifique et technique du point de vue de ces humanités contemporaines, c'est-à-dire qui visent la personne, sa formation, son rapport à l'autre, ses capacités d'énonciation, c'est-à-dire de dire « je ». Il y a eu un grand tournant dans la problématique de la culture, ça a été ce qu'on appelait le tournant linguistique, qui avait mis en évidence les logiques de signes. Et on avait oublié que le langage, c'est aussi la capacité de la parole. Et la capacité de la parole, c'est la capacité de dire « je », J-E, le sujet de parole. Et le sujet de parole n'existe que parce qu'il s'adresse à un autre. Il n'y a pas de parole volante, je s'adresse toujours à un autre qui est aussi en capacité de répondre. Donc, cette capacité de prendre la parole, évidemment sur les thématiques qui peuvent être des thématiques scientifiques, des thématiques technologiques, des thématiques liées à l'habitat, aux conditions de vie,
C'est un élément important de la culture scientifique et technique, et ce n'est pas un problème de rhétorique, ce n'est pas un problème d'orateur, c'est un problème de donner les lieux et les espaces où une parole citoyenne peut se dire et peut être entendue. C'est-à-dire des scènes d'énonciation, des lieux, voilà, affectés, ceux dont vous parliez, madame, en réalité, sur ces lieux qui ne sont pas des lieux institutionnalisés. À un moment donné, il faut les institutionnaliser, parce qu'il faut leur donner une visibilité, une organisation. Donc, la culture scientifique, elle doit mettre l'accent sur cette dimension fondamentale de la culture, qui est l'énonciation. La capacité de s'inscrire dans des discours et dans des scènes qui sont faites pour ça. Elles peuvent être éphémères, ces scènes. Quand le théâtre est passé dans la rue, quand il a quitté les scènes de théâtre, eh bien, il s'est donné des scènes, le temps d'un instant, et ça a inventé des formes théâtrales totalement nouvelles. Quand les musiques actuelles sont passées dans des lieux qui n'étaient pas faits pour elles, on a trouvé d'autres modes de sensibilité par rapport à la musique. Autre élément, c'est celui de la délibération. La délibération au sens où un certain nombre d'entre nous l'ont employé, au sens grec du terme, qui est la délibération comme phronésie, c'est-à-dire comme échange sur ce qui peut être modifié. Pour les Grecs, on ne pouvait délibérer que de ce qui n'était pas immuable, que de ce qui provenait d'une expérience humaine, d'une décision humaine, et qui pouvait être soumis au débat, avec des règles de débat. Et donc, arrêtons de penser qu'il faut convaincre les autres du bien fondé de notre discours. Il s'agit de leur faire entendre notre discours, les logiques de notre discours, mais de savoir écouter aussi le discours des autres, parce que toute violence symbolique, et bon, tout le monde a reconnu le père qui a porté ce discours sur les violences symboliques, elle continue d'exister, et c'est souvent des discours d'autorité, c'est essentiellement des discours de dominant à dominé. Je crois qu'on n'est plus dans cette problématique-là, même si les inégalités sociales demeurent. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si, encore un dernier mot, c'est réévaluer la notion d'appropriation. Moi, j'ai beaucoup entendu ce mot, appropriation, et il est important, hier et aujourd'hui, mais redonnons-lui du sens. S'approprier quelque chose, c'est le faire sien, l'acquérir en propre. Et donc, il me semble que la culture scientifique et technique, elle est non pas de diffuser des savoirs, on a trop entendu, moi j'ai trop entendu la diffusion de la culture scientifique, comme si la culture scientifique, c'était un ensemble de savoirs qu'on pouvait identifier et qu'il fallait diffuser. C'est pas ça qu'il faut diffuser. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément diffuser. Il y a d'autres dispositifs que ceux de la diffusion, parce que notre époque, elle est quand même la diffusion qui est la mieux appropriée à toucher le plus de monde possible. C'est quand même les industries culturelles. C'est quand même une diffusion de points à masse. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Sinon, on rentre dans des logiques de mondialisation. Et peut-être sur la question de la production de l'information, de la communication, et de la médiation, on ne peut pas rentrer dans des logiques de masse. Donc, réinterrogeons le propre, ce qui est spécifique à la culture scientifique. Je pense que c'est la médiation, mais pas comme recette. La médiation comme fonction. La médiation est quelque chose d'inhérent au fait de nommer le monde. C'est le langage qui est notre premier outil de médiation, qui permet de nommer le monde matériel, qui permet de nommer le monde vivant, qui permet de nommer le monde. C'est celui qui donne le nom. Dans la Bible, c'est pas Dieu, c'est Adam. Donc, ce processus de nomination est fondamentalement important. Il demande une finesse de l'appréciation, de la sensibilité et les moyens de se dire. Et donc, cette fonction de médiation, elle est propre à l'ensemble des savoirs. Et ce qui peut peut-être caractériser la culture scientifique et technique du point de vue de la médiation, c'est d'être dans un schéma ternaire, qui n'est pas lui celui de la production des connaissances, de la diffusion et de l'animation, mais d'un point de vue et d'une pensée. La science, telle discipline est un point de vue sur le monde. Ce n'est pas la vérité du monde, ce n'est pas le réalisme du monde, c'est un certain point de vue à partir d'un critère ou d'une définition d'un objet qui est clairement donné. Ce point de vue, il a besoin de discours et de dispositifs. Les dispositifs, au sens de Deleuze, de Foucault, c'est à la fois des discours institutionnels, mais c'est aussi des procédures. Et donc, le schéma ternaire de la médiation, c'est un point de vue
qui visent une intentionnalité, les modalités du discours et de l'expérimentation pour le rendre visible, et des mondes qui sont visés, et la multiplicité des mondes, aller apprendre en conscience dans la multiplicité des savoirs et des langages. Merci de votre attention à cette heure un peu tardive de l'après-midi. Merci beaucoup pour ce feu d'artifice qui, voilà, on en voit de toutes les couleurs et qui nous amène à réfléchir. Je vous invite à lire le livre de M. Jean Caunes et qui a écrit pas mal d'ouvrages. Il y a beaucoup de choses. Bon, moi, juste pour clore par rapport au programme des rencontres, j'espère que vous avez apprécié ces 2 journées qui sont un patchwork de présentation de résultats, de débats politiques, d'approches philosophiques et puis aussi beaucoup de collaboration, de gens qui nous ont portés pendant ces 4 ans. Donc voilà, écoutez, j'espère que... Je souhaite longue vie à l'Observatoire. Moi, j'ai oublié de vous remercier, moi, de m'avoir invité. Je suis très heureux.